Salut à tous! Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Vous voulez que votre habitat soit confortable, économe en énergie et respectueux de l'environnement? Aujourd'hui, je vous présente une troisième vidéo sur l'excellent livre La conception bioclimatique de Samuel Courget et de Jean-Pierre Oliva aux éditions Terre Vivant. Cet ouvrage concret est une référence utilisée par de nombreux professionnels dans le domaine. Il vous donnera les stratégies à adopter pour réaliser une maison tirant parti au mieux de son environnement et de l'énergie solaire. Dans la précédente partie, on a vu les 4 premiers grands principes de la conception bioclimatique. L'intégration au site, pour tirer parti au mieux des caractéristiques du terrain. La forme du bâtiment, afin d'avoir un bon compromis compacité-captage solaire. Le captage solaire, qui sera la principale source de chauffage d'une maison bioclimatique. Et les masques solaires, pour gérer le flux lumineux et éviter les surchauffes. Dans cette troisième partie, on va continuer avec 4 derniers points importants de la conception bioclimatique. On va optimiser le fonctionnement de notre maison, et ce, toujours avec des solutions gratuites et la plupart du temps offertes par la nature. Comme dans la précédente vidéo, dans les exemples que l'on va traiter, on supposera un climat tempéré de l'hémisphère nord, où la façade sud des bâtiments est ensoleillée. Pour l'hémisphère sud, il suffira d'inverser le nord et le sud dans les exemples suivants. Premier point, le climat. On va toujours chercher à se protéger des contraintes de notre climat et à valoriser ses points positifs. Le climat s'étudie à plusieurs échelles. Le macroclimat, qui est une caractéristique d'une vaste étendue géographique. Cette caractéristique dépend de plusieurs paramètres que sont l'amplitude des températures, le vent, le rayonnement solaire et l'humidité de l'air. En France, par exemple, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, a classé le macroclimat en 3 zones d'hiver, de la H1 avec les hivers les plus rigoureux, à la H3 avec les hivers les plus doux. Et 4 zones l'été, de la A avec les étés les plus doux, à la D avec les étés les plus chauds. Chaque zone est affectée d'un coefficient de rigueur climatique, permettant d'ajuster la conception des bâtiments. On a le mezzoclimat qui se définit à une échelle inférieure. C'est par exemple le climat spécifique à une vallée ou à une étendue urbaine. Il dépend du relief environnant qui peut nous masquer du soleil, qui peut nous protéger du vent ou au contraire nous exposer au vent. Le mezzoclimat dépend aussi de l'altitude. On perd en moyenne 0,7 degrés à chaque fois qu'on monte de 100 mètres de dénivelé. Il dépend du type de végétation. Une forêt de feuillus avec un sol riche en humus offrira une bonne réserve d'humidité et donc de la fraîcheur en été, alors que la garrigue provençale sera moins apte à réguler les hautes températures. En ville, l'absence de végétation et les activités humaines feront l'effet inverse et augmenteront les températures localement. Autre facteur influent, la proximité des grandes étendues d'eau, comme des lacs ou la mer, qui en plus d'agir comme une grande masse thermique limitant les écarts de température, sont capables de créer une ventilation naturelle et prévisible. Le microclimat est le climat à l'échelle de notre terrain. Contrairement au mezzoclimat, qui est une caractéristique avec laquelle il faut composer, le microclimat, lui, est modifiable, et il serait dommage de s'en priver. Qu'il s'agisse d'un balcon ou d'un terrain de plusieurs hectares, à chaque configuration ses solutions. Et on va le voir tout de suite dans le point suivant. Les végétaux et le sol. En effet, on peut créer un microclimat sur mesure pour améliorer les interactions entre l'extérieur et l'intérieur de l'habitat. Et ce, de plusieurs façons. On peut planter des arbres persistants au nord, à l'est ou à l'ouest, afin de se protéger toute l'année des vents dominants, et des végétaux à feuilles caduques au sud, qui laisseront passer le rayonnement lumineux l'hiver. On peut jouer sur l'emplacement de la végétation pour canaliser au contraire le flux d'air et rafraîchir la maison l'été. Intégrer un bassin ou un plan d'eau, en plus de l'aspect positif sur la biodiversité, est un autre moyen pour atténuer les écarts de température. En ce qui concerne les sols, on va commencer par introduire un terme important qui est l'albédo. L'albédo est le pouvoir réfléchissant d'une surface. C'est le rapport entre l'énergie lumineuse réfléchie par la surface et l'énergie lumineuse arrivant sur une surface. L'énergie qui n'est pas réfléchie est absorbée. La valeur de l'albédo est sans dimension et est comprise entre 0 et 1. On l'exprime aussi parfois en pourcentage, de 0% à 100%. L'herbe, par exemple, a tendance à absorber l'énergie lumineuse. Son albédo est d'environ 0,1. A l'inverse, un carrelage clair aura tendance à réfléchir l'énergie lumineuse, avec un albédo proche des 0,5.
cette propriété peut être intéressante. Un mur peint en blanc pourra renvoyer les rayons du soleil sur une partie ombragée de la maison en hiver. Mais attention, l'été, l'albédo du sol a un rôle très important. En effet, en saison chaude, malgré des protections solaires bien calculées, une grande partie du flux lumineux peut passer par le sol avant d'être renvoyé dans les baies vitrées. Utiliser des matériaux moins réfléchissants comme une terrasse en bois améliorera les choses. Mais végétaliser le sol sera encore plus efficace. En effet, les végétaux avec un albédo très faible vont absorber la chaleur mais vont la dissiper grâce à l'évapotranspiration. Ainsi, un changement de phase se produit, limitant la montée en température du sol et apportant de l'humidité. Comme souvent, la nature nous offre ici une solution élégante et bien plus performante que nos matériaux industriels. Troisième point, le zonage de l'habitat. C'est la première étape de réflexion pour concevoir une maison bioclimatique en fonction de son style de vie. On commence par lister ses besoins et placer approximativement les espaces les uns par rapport aux autres. En effet, les différentes parties d'une habitation n'ont pas les mêmes besoins thermiques. Il faut différencier les espaces où l'on vit en permanence, des espaces utilisés occasionnellement. Ces derniers serviront d'espaces tampons. On peut ainsi créer une double enveloppe, la première délimitant l'intérieur et l'extérieur de la maison, et l'autre, les espaces chauffés des espaces non chauffés. C'est cette deuxième enveloppe qui devra avoir une isolation performante, comme on l'a vu dans la première vidéo sur la conception bioclimatique. Au nord, le garage, le cellier ou l'entrée peuvent servir d'espace tampon et réduiront les déperditions. Au sud, une serre peut être un espace tampon, pouvant réduire les déperditions la nuit, mais aussi servir d'espace capteur de chaleur l'hiver. Outre les aspects thermiques, le zonage prendra également en compte la course du soleil. Les chambres seront placées de préférence à l'est pour bénéficier du soleil levant. Les pièces de vie seront au choix orientées sud-ouest, sud ou sud-est. Les zones de travail seront placées de la même manière que les pièces de vie, en veillant à les abriter de la lumière du soleil direct. Avec une étude réfléchie, on peut ainsi diminuer la surface à isoler et donc revoir à la baisse les besoins en chauffage et en ventilation. Quatrième point, la ventilation. Le renouvellement de l'air est indispensable pour assurer notre bonne santé. Il sert d'une part à maintenir un bon taux d'oxygène et un bon taux d'hygrométrie, mais aussi d'autre part à évacuer les polluants intérieurs. En effet, de par nos objets et les produits que nous utilisons au quotidien, l'air de nos bâtiments est en général plus pollué que l'air extérieur. L'enjeu de la ventilation est de renouveler l'air intérieur tout en limitant les déperditions thermiques, car plus on renouvelle l'air et plus on augmente les déperditions. Avant de choisir et de dimensionner son système de ventilation, on veillera à tout mettre en œuvre pour réduire les besoins de renouvellement en air. Cela passe par le choix de matériaux sains pour la construction, mais aussi pour l'ameublement, par les choix de produits ménagers et cosmétiques sains, par une technique constructive évitant les points de rosée et donc le développement de moisissures. Il faut essayer de séparer les pièces utilisant des produits toxiques comme les ateliers ou les garages du reste de l'habitation. Avant l'arrivée des normes de ventilation, l'air était renouvelé principalement par les défauts d'étanchéité des maisons. Aujourd'hui, il existe des normes. Pour les respecter, il existe plusieurs systèmes de ventilation. Je vous présente ici les plus intéressants. La plus répandue est la VMC simple flux hygroréglable, type HygroB. VMC pour ventilation mécanique contrôlée et HygroB est le brevet associé qui permet d'avoir un réglage de débit sur les arrivées et les extractions d'air en fonction de l'humidité ambiante à l'intérieur de l'habitat. En effet, l'hygrométrie est un bon indicateur de présence humaine et donc de nécessité de renouveler l'air. Les avantages de cette solution, la facilité de pose car il y a peu de conduits nécessaires. De plus, l'aspiration est peu énergivore grâce à une variation de la ventilation en fonction du besoin en renouvellement d'air. La VMC simple flux a quelques défauts. Elle crée une légère dépression dans le bâtiment, le rendant sensible aux infiltrations d'air. Les entrées d'air étant réparties à plusieurs endroits, il est impossible de tempérer et de filtrer l'air entrant dans le bâtiment. La VMC double flux avec récupérateur de chaleur. Ici, on a deux flux d'air. Le flux d'air neuf qui rentre dans le système et le flux d'air vicié qui sort du système. Ces deux flux transfèrent leurs calories dans un échangeur air-air, ce qui a pour effet de réchauffer l'air frais entrant dans l'habitat en hiver et au contraire de rafraîchir l'air chaud entrant dans l'habitat l'été. La prise d'air extérieur d'une VMC double flux se fait en un seul point. Il devient alors possible de filtrer l'air et de le tempérer en le faisant passer par un puits provençal par exemple, avant qu'il n'entre dans l'échangeur.
Autre avantage, on peut régler les débits d'air de sorte à laisser la maison en légère surpression et ainsi réduire le risque d'infiltration d'air. La VMC double flux a quand même quelques inconvénients. Elle est plus énergivore par rapport au VMC simple flux, il faut changer ses filtres régulièrement, le réglage de l'installation doit être soigné et le réseau de gaines peut être difficile à gérer dans le cas d'une rénovation. La ventilation mécanique par insufflation, VMI, est une alternative intéressante et aussi simple à mettre en place qu'une VMC simple flux. Ici, au lieu d'extraire l'air du bâtiment, on va venir l'injecter et le laisser sortir par des bouches qui peuvent être hygroréglables. Le moteur peut lui aussi être à variation de vitesse en fonction des besoins en renouvellement en air. Les avantages, comme la VMC double flux, la VMI met le bâtiment en légère surpression, ce qui a pour effet d'éliminer les infiltrations en air. De plus, l'arrivée d'air se fait en un seul point. Il est donc possible aussi de filtrer et de tempérer cet air ambiant. L'inconvénient, c'est de ne pas pouvoir bénéficier d'un échangeur capable de récupérer les calories de l'air vicié comme sur la VMC double flux. Néanmoins, cet inconvénient est pondéré par le fait que le moteur d'une VMI est beaucoup moins gourmand en énergie. La ventilation naturelle est la solution la plus écologique. Elle a pour but de diminuer les systèmes mécaniques en profitant de la convection naturelle pour le renouvellement de l'air. Elle peut fonctionner par tirage thermique, soit grâce à la stratification des températures dans la hauteur d'un bâtiment, ou encore grâce à une cheminée solaire. La cheminée solaire va monter en température, chauffer l'air qui va s'échapper, aspirant de l'air frais. L'extraction peut se faire aussi grâce à une tour à vent qui va se servir de la dépression créée par le vent pour aspirer l'air de l'habitat. L'inconvénient de la ventilation naturelle est que l'aspiration est plus liée aux conditions extérieures qu'au réel besoin de renouvellement d'air dans l'habitat. Pour respecter les normes, ce genre de ventilation doit être souvent assisté mécaniquement par un moteur qui prendra le relais en cas d'absence de soleil ou de vent. De plus, cette solution est très technique à mettre en œuvre et nécessite un sérieux bureau d'études spécialisé en aérologie. Le choix du système de ventilation est une affaire de compromis et de cohérence avec l'ensemble des techniques mises en œuvre dans le projet. À travers cette série de 3 vidéos, je vous ai résumé les principales philosophies qui m'ont marqué à la lecture de ce livre. Il y a énormément de points que je n'ai pas abordés, notamment les différents vitrages ou encore la gestion de l'eau chaude sanitaire, qui devient le poste le plus énergivore d'une maison performante. Grâce à cette lecture, je me suis vraiment rendu compte qu'une maison standardisée sur catalogue a très peu de chances de fonctionner de façon optimale, malgré le respect des normes thermiques. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. À bientôt!